Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. La commune de Cocody est célèbre pour ses cités chics. À la Riviera, par exemple, résident les personnalités politiques, les ambassadeurs et la bourgeoisie ivoirienne. À côté des grandes résidences, le village de Mputo abrite depuis 1999 la cité Siad Primo et ses logements sociaux, symbole du rêve des personnes économiquement faibles de résider auprès des puissants du pays. Quand ils nous ont dit comment s'acquérir de la maison, c'était une aubaine pour nous. Donc vraiment, c'était de la joie. Et surtout, puisqu'il y avait deux options, le Pougon ou la Riviera. Donc vraiment, chacun de nous rêve de venir à la Riviera, parce qu'on s'est dit c'est là où se trouvent tous les grands. Donc il faut s'affronter aux grands pour devenir grand aussi. Donc on était contents. En tout cas, c'était une bonne opportunité. Parce que c'est les maisons sociales. Donc voilà. Donc moi j'avais souscrit à 2 opérations, à 5 pièces et 3 pièces. Comme étant infirmière d'État, je voulais prendre les 2 pièces pour faire ma clinique. Et ils m'ont réattribué cette maison en 1999 avec un contrat où je devais payer jusqu'à ce que je termine. La promotion Siad Primo est composée de 627 logements construits sur plus de 30 hectares. Le promoteur de l'opération, c'est lui, l'architecte et expert en aménagement Babili Dambélé. C'est des logements sociaux que j'ai initiés en 1994. Des logements sociaux, les 3 pièces vont de 6 millions, les 4 pièces 8 millions, et les 5 pièces 10 millions. Les villas duplex 15 millions. Vous voyez que c'est du social. À l'époque, c'était des Libanais, des Français qui étaient des promoteurs immobiliers. Moi, je suis architecte, je suis fils du pays. Je me dis, mais on a peur de quoi? Il faut donc rivaliser ces Libanais ou tout ça là, dans la promotion immobilière. Et donc, c'est ce que je me suis engagé. Et puis, donc, j'ai eu effectivement le soutien à l'époque politique, parce que quand j'ai expliqué mon programme, les gens ont dit, ah oui, il faut quand même l'aider, le soutenir dans son programme. Mais alors, je ne dois aucune banque de la place. Donc, j'ai engagé ce programme immobilier, les logements de 3 pièces, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est 6 millions, 4 pièces, 8 millions, et les 5 pièces, 10 millions, 15 millions pour les villas duplex. Alors, aujourd'hui, ces maisons sont revendues pour les 3 pièces à 50 millions, les 4 pièces à 70 millions, et les 5 pièces aujourd'hui à 100 millions. Ici, attendez, je peux être mauvais, je peux commettre des erreurs, mais je crois que j'ai fait partie des premiers, je suis le premier Ivoirien à avoir réalisé autant de logements. Le premier. C'est-à-dire que je suis le premier à réaliser autant de logements ici, en Côte d'Ivoire. Seulement voilà, à partir de 2007, le rêve des locataires acquéreurs va se transformer en cauchemar. 2 personnes vont revendiquer la propriété de l'opération immobilière. D'un côté, le PDG du groupe Amaos, Kwasi Kofi Félix, dit KKF, et de l'autre, Babili Dambélé. KKF affirme, acte de cession de vente à l'appui, que Babili Dambélé lui a cédé son droit de propriété sur la promotion Siad Primo. Faux, retorque Babili Dambélé. Et la même année 2002, la crise commence, la rébellion commence. Et je me retrouve à Paris. Et donc je suis resté pratiquement 5 ans en exil, donc déconnecté de toutes mes activités politiques et mes activités professionnelles, notamment les activités de SIAD. J'arrive donc en 2007, exactement en juillet 2007, compte tenu des missions que le président Laurent Gbagbo m'a confiées dans le temps, me nommant ambassadeur itinérant auprès des pays arabes, j'ai estimé nécessaire donc de prendre un représentant pour gérer mes affaires. J'ai dit bien pour gérer les affaires de SIAD. Donc c'est ainsi que Doucouré Vazmana, un camarade de longue date, m'a conseillé M. Kwasi Kofi Félix. Depuis 2012, les locataires acquéreurs et l'opinion nationale sont témoins d'un long feuilleton judiciaire entre la société Siad Primo et le groupe Amaos dans ce qui est baptisé l'affaire Siad Primo. Mais dans ce mois de juillet, l'affaire vient de prendre un nouveau tournant. Le PDG du groupe Amaos a invité les journalistes à une conférence de presse. Pour lui, il n'y a plus de doute. La justice vient de trancher de façon définitive en sa faveur. Depuis le 28 juillet 2017,
le tribunal d'Abidjan a mis un terme au fin espoir de M. Babili Dambélé, disant agir au nom de la défunte société SIA Primo. Par le jugement numéro 4852/17, en date donc du 28 juillet 2017, c'est-à-dire le 28 juillet dernier, la chambre de délit divers du tribunal de premier instance d'Abidjan a décidé ainsi qui suit. Donne acte au plaignant de la mise hors de cause de Maître Adou Nangon. Adou Nangon, je vous précise, qui est le notaire du groupe Amaos. À la suite de la vente, a dissous SIA Primo. En fait, j'ai acheté SIA Primo, j'ai le groupe Amaos, et je ne vais pas piloter les deux sociétés ensemble. J'ai fait dissous SIA Primo pour remettre les actifs et les passifs au compte du groupe Amaos. Rejette l'exception de prescription soulevée, déclare Kwasi Kofi Félix Kakaev non coupable des faits de faux et usage de faux en écriture publique mise à sa charge. Le renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi. Cela veut dire quoi? Voici que la Cour suprême ayant tranché de manière définitive pour dire la société SIA Primo de 680 logements appartient au groupe Amaos, il va aller plus loin pour dire non, il y a eu du faux pour devenir propriétaire. Et aujourd'hui, on vient de dire ce faux n'a jamais existé. Toute la portée de cette décision réside dans la mise hors de cause par M. Babili Dambélé, du notaire ayant dressé l'acte de dissolution de la société SIA Primo. Une semaine après la conférence de presse du premier responsable du groupe Amaos se félicitant de la décision de justice le faisant propriétaire de l'opération immobilière SIA Primo, le promoteur Babili Dambélé monte au créneau et affirme que la justice n'a pas statué sur le fond et que la question demeure. À qui appartient SIA Primo? Kwasi Kofi Félix, 1, qui se prévaut être propriétaire de SIAD, n'a pas pu apporter, ni devant les juridictions de ce pays, ni ses amis autres là qui le soutiennent, la preuve qu'il a effectivement acheté la société SIAD Primo. Et c'est là le nœud de la question. Qui est propriétaire de SIAD Primo? On est propriétaire quand on a acheté. Et je n'ai pas eu juste ici de réponse à cela. Pendant que les deux opérateurs se disputent la propriété de la cité SIA Primo, les locataires acquéreurs, eux, sont dans le désarroi. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Faut-il se mettre en règle auprès de SIA Primo ou du groupe Amaos? Le choix d'un camp ou de l'autre n'est pas sans conséquence. Donc, avec le problème de Amaos, problème de la justice, quand même que la justice voit, il faut que la justice soit sincère, que la justice soit juste. Quand même, quelqu'un qui n'a pas payé, quelqu'un qui n'a pas donné le papier de paiement, il vient, il explique déjà. Pour être franche avec vous, vraiment, c'est dans la douleur et en même temps le regret et la crainte. Parce que ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Et quand je parle de tout le monde, hein, tous les acquéreurs, parce que je suis la responsable du collectif, j'écoute beaucoup de gens. Vraiment, c'est la douleur. Et puis surtout la crainte. En attendant l'accalmie définitive dans l'affaire SIA Primo, les difficultés des acquéreurs n'ont jamais été résolues. La cité n'a pas de VRD secondaire, la voirie et réseaux divers est quasi inexistante. La cité est le réceptacle des eaux environnantes en période de pluie. Quand il pleut ici, on peut rester 3 jours, 4 jours prisonniers tant que l'eau ne descend pas. C'est pas assaini, il n'y a pas de VRD. On a payé des millions à un monsieur qui était censé faire ses travaux. On a payé les VRD, on a payé FOB, on a payé TVA, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et maintenant, on est étonné d'entendre dans les journaux que nous devons, qu'on a squatté ces maisons-là.
Ces 4 murs que j'ai reçus ici, je ne dois rien à personne. Au contraire, c'est eux qui nous doivent parce qu'on a payé des sous. On a payé de l'argent pour un travail bien défini et jusqu'à présent, le travail n'est pas fait. Et en plus de ça, on ne peut pas dormir. Tout le temps, des gens sont expulsés, tout le temps, c'est des insultes, tout le temps, c'est des badauds. Vraiment, on est fatigué. En Côte d'Ivoire, l'affaire Siad Primo est révélatrice des grands enjeux dans le secteur de l'immobilier. Car ici, les besoins en logement sont énormes. On estime à plus de 50 000 logements par an à construire pour décemment loger la population qui ne cesse de grossir. Abidjan enregistre à elle seule plus de 5 millions d'habitants. Mais ici, les problèmes de l'immobilier sont étroitement liés à la question du foncier. Aussi bien en zone rurale qu'urbaine, les maîtres mots dans le milieu sont désaccords, litiges ou encore affrontements violents. Les conflits sur le foncier en Côte d'Ivoire prennent une autre tournure quand on se rend en milieu rural. Des conflits omniprésents dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Cependant, ils se présentent avec acuité dans l'ouest du pays. Le dernier conflit en date s'est déroulé dans les départements de Guiglo et de Bloléquin dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Octobre 2017. Depuis quelques jours, la préfecture de Guiglo ne désemplit pas. C'est ici que viennent se réfugier les populations allogènes baoulées, chassées des campements par les autochtones guérés, les jeunes Ouais en particulier. Ce sont des réfugiés épuisés et encore sous le choc qui viennent trouver refuge dans la préfecture. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire que vraiment il n'a qu'à essayer de voir ce problème. Sinon, vraiment nous sommes dans de grandes difficultés. Tous nos biens ont été emportés. Tout est parti d'un conflit sur la revendication des plantations d'un planteur d'origine burkinabé nommé Salam. Emprisonné à mort parce que illégalement installé dans la forêt classée de Gwendébé, grâce à sa milice armée, Salam laisse derrière lui de vastes plantations de cacao, aujourd'hui revendiquées par les deux communautés belligérantes, Guéré et Baoulé. Les terres laissées par Salam portent sur plus de 300 hectares dans la forêt classée de Gwendébé. Les Baoulés devaient être... En tout cas, il y a une ligne qui avait été tracée entre les deux communautés et que les communautés devaient... C'était une ligne naturelle et que les communautés de Guéré devaient occuper l'espace de Salam. Pour moi, le problème sur le site, c'est la sécurité des jeunes guerriers qui vont sur le site. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans la plantation de Salam. C'est pour ça qu'il y a des affrontements. Donc pour moi, je me dis, s'il y a l'armée là-bas et qu'on fait respecter l'ordre et que chacun est chez lui, normalement, il ne devait plus avoir de problème. Puisqu'ils vont occuper, ils vont travailler tranquillement dans la parcelle de Salam. Donc voilà un peu moins mon problème. Mais après, le problème s'est étendu. Tout à l'heure, à la réunion, ils ont dit, il y a un qui a posé la question, est-ce que la forêt est classée ou bien elle n'est pas classée? Si elle est classée, eux ne veulent pas voir de gens dedans. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, vous ne comprenez plus. Voilà, c'est ça qui est le problème. C'est que chaque jour que les gens viennent, ils varient dans leurs demandes, dans leurs objets. Et monsieur le DG a dit, moi je leur ai dit ici, mais vous n'êtes pas les responsables de la forêt classée, c'est l'État. Et l'État a dit que le Gouin va être restauré. Ça fait partie du programme gouvernemental. Donc laissez l'État faire. Les appels au calme de certaines autorités se sont avérés inefficaces, car le conflit ne fait que gagner du terrain. L'école n'est pas épargnée. Outre les paysans baoulés, le corps enseignant dans les villages et campements est lui aussi chassé. Plusieurs établissements primaires des départements de Bloléquin et de Guiglo sont fermés. Plus de 84 enseignants et 200 élèves ont fui les classes. Lorsque ce conflit a commencé, ça a commencé dans la forêt classée. Et tout d'un coup, c'est tombé derrière le goudron, je veux dire, dans notre zone qui n'est pas classée. En tout cas, tous les enseignants qui sont dans les localités là sont sortis. D'autres ont été pillés. Moi, ma maison est cassée. Ils ont tout emporté. Cette crise a créé des malentendus. Quant aux élus et leaders communautaires des deux départements, ils sillonnent la région pour aider au retour de la cohésion intercommunautaire. Face à l'ampleur du conflit et le nombre important de déplacés qui arrivent chaque jour à la préfecture de Guiglo, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité, apporte des vivres et des non-vivres.
sacs de riz, seaux, nattes et pâtes alimentaires. Cette crise a créé des malentendus entre ces communautés et il y a eu des déplacements des populations et qui ont occasionné en même temps des dégâts matériels importants. Ayant été informé, le gouvernement a dépêché des émissaires sur le terrain en vue de faire un appel à l'apaisement et également, dans sa mission d'assistance aux populations, aujourd'hui appuyer toutes les initiatives qui sont faites. Et c'est ce que nous venons de voir. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a apporté ses appuis en vivre et en non-vivre aux populations déplacées. En Conseil des ministres, le gouvernement est monté au créneau. L'État décide d'envoyer dans les zones de conflit 700 hommes en renfort et dégager plus de 600 millions de francs CFA d'aide. La réalité en Côte d'Ivoire, c'est que la question du foncier rural n'a pas totalement été adressée. La rareté des ressources, la croissance démographique de la population ivoirienne, ajoutée au flux migratoire élevé, exerce une pression difficilement supportable sur les parcelles agricoles. Il en résulte de fortes tensions entre les communautés. S'il est admis en Côte d'Ivoire que le succès du pays repose sur l'agriculture, il n'est pas insensé de prévoir qu'elle puisse être son talon d'Achille. En transformant les droits coutumiers en droits de propriété dits modernes, la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural de Côte d'Ivoire était censée apporter la sécurité foncière en milieu rural, clarifier les droits fonciers afin que chaque exploitant ait un droit bien identifié qui peut être un droit de propriété ou un contrat de location en bonne et due forme. Chose marquante dans cette loi, c'est qu'un large pouvoir à des communautés villageoises de gestion foncière rurale composées majoritairement d'autochtones, parfois au détriment des populations étrangères. Le caractère onéreux et complexe de la procédure d'acquisition du titre foncier instituée par cette loi est de nature à décourager les acquéreurs. En Côte d'Ivoire, nul n'est épargné par les conflits fonciers. Même les symboles nationaux en payent le prix fort. Comme ici, la star de la musique ivoirienne et africaine, Taluise, de son nom d'artiste, Naya Kabel, auteur de la célèbre chanson Iwassado. Ce week-end, Naya Kabel nous reçoit dans ses quartiers de la Riviera 4, dans la commune de Cocody. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes Jean-Charles Sibaï, reporter de Business 24 Africa. Je connais Jean-Charles. Je connais. Merci de nous recevoir. Merci. La diva se remet difficilement d'un accident qui a failli la paralyser à vie. Sa hargne et son amour ont eu raison de l'accident. Mais aujourd'hui, Naya Kabel fait face à une épreuve plus pernicieuse, une épreuve qui absorbe toutes ses forces, un conflit foncier dans sa localité d'Aboville qui dure depuis plusieurs années. Écoutons son argumentation pro domo. Mon père, en 1989, avait acheté des terres avec un propriétaire terrien, un de ses amis, qui réside dans le village Anneau et qui est voisin à notre village Ofa. Or, il s'est trouvé qu'à la mort de ce monsieur Ekpi Abéoussi, le fils est rentré dans une histoire de palabre de famille avec ses demi-frères. Il s'avère que mon père retourne voir leur famille, fait la smala, tout ce qu'il faut pour rentrer en possession de ces terres. Tout le monde est content. Tout le monde est d'accord, tout le monde est derrière mon père, il n'y a pas de problème. Abéoussi lui-même va avec mon père devant le préfet pour les 4 attestations qu'il a signées jusqu'à ce jour. Sa famille conteste parce qu'ils ne veulent pas. Mais moi, j'ai les attestations, plus les reçus achetés, plus le papier où nous sommes allés chez le notaire. Ensuite, nous avons acheté comme il se devait. Il va devant le préfet avec mon père qui fait ses demandes, les 4 demandes de concession provisoire. Les 4 demandes faites, les enquêtes incommodo,
les notables, les chefs du village, la famille Abéroussi, tout le monde est du côté de mon père. En 1997, nous avons les concessions provisoires. Et de 1997, on suppose que l'administration continue son processus. En fait, non. Nous, on n'est pas au courant que ça s'est arrêté, puisque l'administration n'est pas censée savoir comment ils font pour donner ou ceci, cela. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Sans arrêt, les montées et les descentes de la tour. À chaque fois que j'étais de passage à Abidjan, j'allais pour voir. Dans ma vie, il s'est passé plein de projets, plein de choses, des oublis, des accidents et des trucs. Mais pour moi, j'avais confiance à l'administration. Et il s'avère que en 2008, je commence à me faire agresser sur mes plantations. Mais dans tout ça, de 2008, sur mes terres, on vient me dénoncer comme quoi que je suis allé couper des plantations de gens à Bokao. Bokao est sur le site de la Sceau des Forts. C'est un campement, ce n'est pas un village. Il se veut village, mais il reste un campement parce qu'il n'a pas de patrimoine forestier. Quand j'arrive devant le juge, je suis considérée comme une criminelle, c'est-à-dire que c'est d'un ridicule. On me traite comme une moins que rien, une personnalité qui va représenter la Côte d'Ivoire dans tous les pays, qui a mangé à la table de Boufoué-Boigny. Mais je suis seule, abandonnée, parce que quoi? Parce que je suis claire, parce que je suis métisse, parce que je ne représente pas la couleur locale du pays, parce que je ne représente pas la couleur originaire de ma région d'Agboville, ou parce que je ne parle pas abé, mais je parle abé. Mais j'ai été présidente des jeunes de mon village. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis toujours la présidente des jeunes. Donc, je souffre. Je voudrais que le président Alassane Ouattara ait vraiment une pensée pour moi et que je ne sois pas mise dans les oubliettes et que mon calvaire ne puisse pas continuer. Les problèmes de Naya Kabel montrent bien que la loi de 1998 qui vise la sécurisation des terres du domaine foncier rural à travers l'octroi de titres de propriété aux populations peine encore à atteindre les objectifs escomptés. Entre droit, légitimité et légalité, Naya Kabel ne sait plus à quel saint se vouer. Sa fille Aya Lebel, qui vit au quotidien le combat d'une mère seule contre tous, ne cache pas ses craintes. C'est une femme qui a vécu un accident il y a 10 ans, donc elle a déjà subi l'impact de cet accident et aujourd'hui tous ces soucis, tout ce stress lui donne encore des problèmes et peut soulever en elle des maladies, ce genre de choses. Donc on est au fait de toutes ces difficultés-là et aujourd'hui je vois ma mère fatiguée. Ma mère est très fatiguée, ma mère est épuisée physiquement, moralement, mentalement. Ce n'est pas le milieu rural seulement qui vit le drame des conflits fonciers. Nos villes n'offrent pas un spectacle meilleur. Les conflits sur le foncier urbain sont légion à Abidjan. La question du foncier urbain était également au centre du dernier salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat 2017. 300 exposants venus d'une quinzaine de pays africains, d'Asie et d'Europe prennent part à la 6e édition du salon. Du rêve à la réalité, c'est le thème de ce grand rendez-vous. Ici, au cours des panels, on aborde sans faux fuyant les freins au développement du secteur du bâtiment et parmi ces freins figure en bonne place la question du foncier, un casse-tête aussi bien pour les promoteurs immobiliers, les experts immobiliers que pour les notaires qui ont de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. L'état civil en Côte d'Ivoire n'est pas fiable. Ce n'est un secret pour personne. L'état civil n'étant pas fiable, les cartes d'identité ne sont pas fiables. Et il y a des réseaux de faussaires tellement bien organisés qu'ils réussissent à produire des cartes d'identité orange qui ont tout l'aspect des vraies cartes d'identité, enfin des cartes d'identité délivrées par l'Office national d'identification. Vous voyez, nous avons également des réseaux
qui volent les cachets. Vous voyez, qui volent les cachets dans les administrations en charge de la délivrance des titres de propriété, qui volent même les documents authentiques, vous voyez, les originaux de certificats de propriété, de certificats de mutation foncière. Vous voyez, donc nous savons, nous acteurs du foncier, de l'immobilier, nous savons que nous devons tous nous serrer les coudes pour aider l'État à lutter contre la fraude, contre la corruption, de manière à sécuriser les transactions immobilières. La question du foncier n'intéresse pas seulement les nationaux ou les migrants dans les zones rurales. Les enjeux sont énormes, notamment en termes d'investissement dans le pays. Nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La plateforme Les Rencontres Africa réunit pendant 2 jours 400 participants, investisseurs, hommes d'affaires et personnalités politiques et institutionnelles de la France et de la Côte d'Ivoire. Les Rencontres Africa 2017 constituent une opportunité exceptionnelle de contact et d'échange propice au développement de synergies entre la France et l'Afrique. Objectif, la France veut reconquérir son précaré en lui proposant un nouveau partenariat. Investir en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, voici l'ambition des entrepreneurs français. Mais dans les couloirs de l'Hôtel Ivoire, comme sur les estrades des panels, on n'occulte pas les défis majeurs auxquels est confrontée la Côte d'Ivoire. Parmi ces défis figure encore la question du foncier. Deuxième grand élément d'évolution du cadre réglementaire qui est préjudiciable au développement de l'activité bancaire, c'est tout ce qui tourne autour du cadre foncier et du droit de la propriété. Je pense qu'il y a des besoins formidables de développement des infrastructures immobilières dans ces pays. Il n'y aura pas de développement de la classe moyenne sans accès à la propriété. Il n'y aura pas d'accès à la propriété sans développement du crédit immobilier. En la matière, nous continuons à buter sur un cadre foncier et un certain nombre de réglementations relatifs au droit de propriété et à la divisibilité du droit de propriété qui ne sont pas suffisamment stables. Il est bon de noter que la Côte d'Ivoire, à travers le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, a fait de nombreuses réformes qui commencent à porter leurs fruits, surtout avec l'innovation de l'ACD, l'arrêté de concession définitive qui donne la pleine propriété sur la parcelle. Le gouvernement a entrepris de trouver une solution aux limites du système. Pour une simple lettre d'attribution, le demandeur peut passer plusieurs années à faire des allers-retours au guichet unique du foncier à la Tour D au plateau. Aujourd'hui, l'informatisation des données et l'ouverture de 71 guichets uniques à travers tout le pays a mis fin aux lenteurs dans la délivrance des actes. De plus, la signature des ACD a été déléguée au préfet à l'intérieur du pays. Conséquence, en 21 jours, le demandeur a son ACD. Reste maintenant à la conservation foncière et au cadastre de parachever le processus en donnant le titre foncier et fixer la somme forfaitaire d'impôt afin d'être en pleine propriété. C'est à ce niveau justement que se trouve aujourd'hui le blocage. En ce qui concerne le permis de construire, là aussi des réformes ont abouti à la délivrance du document en 3 semaines. En plus de ces réformes, il faut ajouter l'actualisation du schéma directeur du district d'Abidjan et des chefs-lieux des régions. Cependant, plusieurs chantiers sont laissés en jachère, faute de moyens financiers et de changements souvent hasardeux à la tête des ministères. Le projet de terrain aménagé n'a pu être poursuivi, la numérisation des archives et l'immatriculation de toutes les terres semblent être oubliées. Toutefois, les réformes ont eu un impact dans l'immobilier et suscité d'énormes espoirs chez les acquéreurs. Un programme de logements sociaux a été conduit, même si le bilan reste mitigé. Sur une prévision de 60 000 logements, environ 11 000 ont été construits. L'État a mis du temps à réaliser les voiries et réseaux divers primaires. Depuis septembre 2017, les choses semblent s'accélérer avec la remise des clés
aux souscripteurs du programme de construction de logements sociaux et de moyens standing. Nous assistons à la remise des clés des acquéreurs du groupe Ita Construction par Madame la ministre de la Femme. La clé est là. Voilà. On ne peut que dire que c'est une réalité. Il faut... je suis témoin. Voilà, la réalité est là. Je pense qu'il faut croire en ce programme et que chacun puisse faire sa part. Le gouvernement continue toujours de faire sa part et également les promoteurs dans la qualité des logements qu'ils doivent fournir. Comme le dit l'adage, la patience est un chemin d'or. Nous avons souscrit depuis 2013 et c'est en 2017 que nous avons reçu les clés. Là, il faut être patient. Le président tient sa parole, comme l'a dit le président de la République tient sa parole. Le crédit promoteur n'existait pas. Les structurations financières que nous le faisons sur la base de nos propres actifs. Parce que l'argent, c'est le nez de la guerre. Puisque l'État ne nous donne pas le plus petit copec pour le financement, nous sommes obligés de structurer nous-mêmes le financement et que nous j'étais dans ça. C'est pour ça que je suis à la justice. Et j'avais cité tout à l'heure Coris Bank qui nous a accompagnés parce que c'est véritablement une aventure. Et nous n'avons pas accès aux comptes séquestres, ça vous devez le savoir. Parce qu'on entend dire souvent, oui, on a payé l'argent est parti avec le promoteur. Non, aucun promoteur n'a accès au compte séquestre. Nous livrons les maisons et puis voilà, nous faisons payer. Mais ce qui est important aussi, comme vous avez dû le souligner au cours de nos visites, nous avons insisté pour que certaines infrastructures soient présentes sur les sites. Il s'agit de petites villes, les écoles, les centres de santé. Vous voyez, les promoteurs sont en train de construire ces écoles. L'État va aussi construire ces écoles pour que nos enfants puissent aller à l'école, se faire soigner sur les sites. Ouais, donc la question de transport sera beaucoup mieux maîtrisée. Avec les nouvelles cités qui sortent de terre depuis quelques années, les Ivoiriens veulent croire que les remises des clés aux premiers souscripteurs sont un signal fort que les choses sont en train d'évoluer, quoique ces constructions ne couvrent pas le 10e des besoins en logement du pays. Une chose est sûre, les enjeux du foncier et du logement en Côte d'Ivoire requièrent une volonté politique réelle et agissante, voire le courage des pouvoirs publics afin de régler la question sans calcul politicien. Du courage, il en faudra, car en Côte d'Ivoire, depuis 30 ans, les gouvernements se succèdent avec des fortunes diverses, mais ils semblent partager le même échec. La question du foncier et du logement ne trouve toujours pas de réponse définitive.